Ah oui, donc en fait, à un moment, tu parlais de 3 millions de dollars pour toi, et là, zéro en fait. Voilà. L'offre était parfaite, tout le monde était content et j'ai été voir la PDG de cette boîte qui nous achetait et j'ai un peu gueulé sur certains aspects de la négociation. Bref, la semaine d'après, la PDG virée, le deal capote. J'aide les entrepreneurs à exploser sur les réseaux sociaux. Je suis le social media guy. Donc j'ai commencé par TikTok en 2020, plein Covid. J'ai gagné une grosse visibilité. À l'époque, limite, tu postais une vidéo par jour, tu faisais 500 000 vues tous les jours. Et la formation TikTok, c'était combien? La formation TikTok, elle était à 197 et j'ai eu plus de 1500 étudiants là-dessus. Grâce à TikTok? Ouais, comme c'était un side business pour moi, j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'avais un lien en bio et les gens pouvaient acheter la formation. C'est tout. Maintenant, la métrique la plus importante sur Instagram, et ça a été dévoilé par son PDG, Adam Mosseri, il y a 2 semaines, c'est le Donc les likes, c'est pas très important? likes sur toutes les plateformes, ça n'a aucun intérêt, Ah ouais? aucun impact. Salut Antoine. Salut, comment ça va? Ça va? Ça va, Vas-y, ça va. j'ai le plaisir de recevoir le boss des réseaux sociaux, Antoine Forest, aussi connu sous le nom de La Méthode Antoine. C'est des millions d'abonnés sur les différentes plateformes TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn. Vraiment, tu as craqué le game. Je t'ai vu passer depuis que je te suis en 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui. La qualité des vidéos a augmenté. Tout le monde te félicite en commentaire. Moi, je te suis énormément aussi parce que tu donnes plein d'astuces. Mais il y a un truc très intéressant chez toi, c'est que tu avais une agence à Miami avec 20 personnes et aujourd'hui, tu es repassé solo. Alors ça, c'est le premier truc qu'on va voir hein, dans le business, tu vois, les auditeurs comprennent un petit peu ton business, ta philosophie du business, pourquoi tu as fait ce move qui est super intéressant quand même pour notre audience, avec beaucoup de businessmen, beaucoup de personnes solopreneurs, etc. Ensuite, évidemment, je vais te cuisiner sur les réseaux sociaux, hein, que quand même, c'est important, que les gens comprennent un peu comment tu es monté. Enfin, tu vois, TikTok, je crois que tu as 1,5 million maintenant, à peu Ouais, près. c'est ça. Tu vois, est-ce que c'est utile voilà, quels sont les réseaux les plus utiles? Qu'est-ce qui t'amène du cash? Tu vois, comment tu as structuré tes activités? Et en dernier, on parlera un petit peu de toi et on va faire un peu les philosophes. Ça te va? Ça, c'est parti. Écoute, est-ce que tu peux me dire comment tu te présentes si tu vas dans un bar à Lisbonne et que là, tu as un groupe de personnes qui arrivent et qui dit « Hi, how are you? What do you do for living ?» Tu vois, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu te présentes? Eh ben, je dis tout simplement que j'aide les entrepreneurs à exploser sur les réseaux sociaux. Je suis le social media guy. C'est comme ça que Ok. j'aime me présenter. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le périmètre de tes activités? Qu'est-ce que tu vends en fait? Aujourd'hui, je vends un accompagnement principalement sur Instagram à Ok. l'heure actuelle, où en fait, j'aide les gens à gagner de la visibilité pour ensuite monétiser leur réseau, mais d'une façon claire qui est de vendre des produits ou des services. Donc, je me suis pas mal exprimé pendant un moment à tout type de créateurs de contenu, et donc même des influenceurs ou des aspirants influenceurs, des créateurs UGC, etc. Et en fait, je me rends compte que je suis vraiment intéressé par des gens qui me ressemblent davantage, c'est-à-dire plus le côté entrepreneurial. Et donc là, je m'adresse vraiment à eux, donc des coachs, des prestataires de services, des infopreneurs, etc., qui voudraient gagner de la visibilité organique pour ensuite vendre leurs produits. Tu as un type de pricing sur ton accompagnement? C'est toujours en construction, en déconstruction. C'est-à-dire que je fais autant du coaching privé individuel. Là, j'ai un format challenge. J'essaie de suivre un petit peu la trend que je voyais sur d'autres infopreneurs. Et donc là, un format challenge où en fait, je vais les suivre. Ils vont avoir du contenu à poster, etc. Mais l'idée, là, en fait, c'est de tester pas mal de choses pour sortir un gros produit high ticket. Vraiment sur un mix de tout, d'accompagnement et en même temps de formation vidéo. Sur Insta? Sur Insta, Ok. ouais. Alors que je le faisais avant sur TikTok. Pourquoi le move? Le move de TikTok, donc j'ai commencé par TikTok en 2020, plein Covid. Je pense que j'ai eu un timing qui était bon sans le vouloir. C'est que je me suis lancé sur la plateforme qui a explosé pendant le confinement. Du coup, j'ai gagné une grosse visibilité, une grosse viralité. À l'époque, limite, tu postais une vidéo par jour, tu faisais 500 000 vues tous les jours. C'était vraiment n'importe quoi. Ouais. C'était de la folie. Et donc, j'ai vite compris les codes et j'ai été le premier... dans l'espace francophone, à vraiment dire je suis coach TikTok et je prépare un accompagnement, une formation. Donc en fait, je faisais ça à côté de mon activité principale qui était donc mon agence de marketing d'influence. Et voilà, le truc tournait plutôt bien. Mais lorsque j'ai décidé de faire ce virage et de devenir solopreneur maintenant, j'ai dit ok, j'ai le temps d'aller sur toutes les plateformes parce qu'avant j'étais vraiment focalisé que sur TikTok. Et ben je vais commencer sur celle qui est pour moi au niveau du contenu court et de tout ce que tu peux faire avec la meilleure, c'est-à-dire Instagram. Et donc
donc, c'est pour ça que je me focalise en ce moment sur Instagram. Ça ne veut pas dire que je délaisse les gens sur TikTok. Je continue d'en accompagner. Mais mon focus est plus sur Instagram parce que c'est la plateforme où tu as tout en main pour créer un business, le développer, tout ça avec une plateforme. Parce que tu as les DM, parce que tu as les Reels, donc parce que tu peux faire... le contenu story également. Et donc, elle est tellement complète que pour moi, c'est la seule plateforme où tu peux avoir que ça et faire un business. En format vidéo, attention. Parce que LinkedIn te permet de faire ça aussi. Ouais. Tiens, mais écoute, je fais un petit peu d'avance sur la partie social media. C'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que j'ai l'impression qu'en fait, Instagram, à un moment, les créateurs, tu sais, ils critiquaient beaucoup Instagram. Oh, mais maintenant, il faut faire que des vidéos. Sinon, on n'a pas de vues. Après, ils disaient... Ouais, mais vous nous avez baissé les vues, etc. Tu vois, enfin, il y avait un peu une guerre genre créateur Instagram. Finalement, j'ai l'impression que maintenant, c'est sur TikTok que les gens se plaignent. Ouais. D'ailleurs, moi, il y a un passage que j'ai beaucoup apprécié sur ce que tu as fait, c'est que tu as... je crois qu'il y a des... En fait, il y a des réseaux sociaux, tu t'es créé 2 comptes pour voir, en fait, pour prouver aux gens que, en fait, parfois, avec un compte neuf, tu pouvais faire autant de vues qu'avec un compte qui avait beaucoup d'abonnés. Ça a dû te gonfler, non, d'avoir 1,5 million d'abonnés et que y a des vidéos qui percent pas? Ouais, bah ça arrive toujours. C'est la beauté, en même temps la difficulté de TikTok, c'est que le nombre d'abonnés ne veut pas te dire grand-chose. Surtout quand moi, j'ai commencé à créer du contenu en 2020. Des gens étaient là pendant le confinement, s'abonnaient, mais ils sont peut-être même plus sur TikTok à l'heure actuelle. Ouais. Donc, il y a une énorme masse de personnes comme ça. Et aussi parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles. Donc, j'ai eu beaucoup de croissance au début sur TikTok, mais je faisais un peu tout et n'importe quoi avant de me spécialiser davantage. Donc, du coup, vu qu'on est un petit peu attiré par ce côté égo, tous les jours, c'est quelle idée je vais poster qui va faire le plus de vues. J'ai fait des astuces iPhone, j'ai fait des trucs dans tous les sens. Donc, je tapais des scores monumentaux, mais j'avais des abonnés, entre guillemets, qui me servaient à rien une fois que je me spécialise dans l'accompagnement TikTok. Donc c'est pour ça que le chiffre apparaît gros, mais qu'il y a parfois une grosse différence avec le nombre de vues. Et TikTok, oui, en effet, permet à n'importe qui de créer un compte, de faire une vidéo, d'exploser et de toucher des millions de personnes. Donc c'est la beauté, mais à côté de ça, tu as des gens qui ont beaucoup d'abonnés et même leurs abonnés ne voient pas les vidéos. C'est la façon dont fonctionne l'algo, finalement. Et Instagram Reels, ça fonctionne quand même principalement de la même manière. Même si le nombre de followers est plus important, on voit aussi des grosses différences. Donc c'est comme ça. Insta est plus prédictif alors? Il est un petit peu plus prédictif, un petit peu plus stable. C'est-à-dire que vraiment sur TikTok, les différences entre une vidéo et une autre vont être énormes et que tes followers voient tes vidéos ou pas aussi, ça va beaucoup varier. C'était une difficulté en fait que j'ai rencontrée d'abord avec mon agence de marketing d'influence. Donc j'ai les marques qui venaient vers moi et qui me disaient « Ok, on va faire une campagne sur TikTok, trouve-nous des créateurs qui vont parler de notre produit. » Et donc forcément, quand tu vends ça à une marque, il faut essayer d'avoir un minimum de prévision de combien de vues ils vont avoir, etc. Pourquoi cet influenceur ou autre. Et en fait, sur TikTok, on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible de prédire les vues. Donc, on essaye de vendre un coût par 1000 vues, on essaye de vendre un reach possible sur une campagne. Et en fait, on se rend compte que soit on est complètement en dessous, soit des fois, on fait être vachement au-dessus parce que c'est vraiment pas prédictible. Et donc, on s'est rendu compte de ce problème. Et en étant créateur par la suite, je me suis rendu compte que c'était vrai et que c'est très, très difficile aujourd'hui de prédire si une vidéo va marcher et comment. Et... Les marques étaient contentes sur les campagnes d'influence sur TikTok? Ouais, elles étaient très contentes parce que, surtout au début, donc je parle 2020, 2021, 2022, en fait, les créateurs ne savaient pas se pricer et donc demandaient des prix qui étaient vraiment très, très faibles comparés aux prix demandés sur des plateformes comme Instagram ou encore pire sur YouTube. Donc, c'est quand tu es une marque, tu as vraiment envie d'être là où c'est un nouveau réseau, tu peux faire le plus de vues pour le moins cher possible. Et donc TikTok, c'était l'Eldorado. Donc elles étaient très contentes. Aujourd'hui, on se rend compte que maintenant, les créateurs TikTok, ils ont compris le truc et ils demandent parfois même plus que Instagram aujourd'hui. Donc ça vaut plus trop le coup de travailler avec des créateurs aujourd'hui sur TikTok en tant que marque. Alors après, je parle là d'un point de vue marché américain, parce que c'est vrai que nous, on était vraiment que sur le marché US, mais c'est à peu près ce qu'on voit également sur le marché français. Et ton acquisition... Donc, en fait, toi, tu faisais du contenu en français. Comment tu faisais ton acquisition, en fait, sur le marché US sur ton agence à l'époque? Donc, c'était marketing d'influence. Ouais, marketing d'influence. Ouais. Alors, moi, ça n'avait rien à voir avec les réseaux parce qu'en fait, j'avais jamais créé de contenu avant 2020 et mon agence existait déjà. Donc, ce qu'on faisait principalement, c'était du bon vieux SEO et cold emailing, cold calling.
à l'américaine. Et c'est ça qui nous permettait d'avoir nos clients en B2B principalement. D'accord. Alors que tu avais des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux. Ouais. Alors par contre, ça me servait malgré tout à avoir une sorte de social proof, même pour des ricains qui comprenaient rien à mes vidéos. Ok. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'on se dit, ouais, ils vont rien comprendre. Ouais, mais non, ah ouais, t'as 1 million d'abonnés et tout, c'est un truc de fou, même s'ils comprenaient rien. Tu as commencé par ouvrir une agence d'influence, tu as commencé par faire du content. Non. Moi, 2016, j'ouvre mon agence d'influence, Stargazer, aux États-Unis. Et je commence uniquement à créer du contenu en 2020, donc sur TikTok, pendant le confinement. Avant, j'avais plutôt la casquette, je travaille avec les marques, donc j'étais dans le milieu des créateurs, comment travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu, mais vraiment côté marque. Donc c'était des KPI, c'était vraiment des choses beaucoup plus basées sur les chiffres. Et je suis devenu un peu dans l'art de la création lorsque je me suis lancé en 2020. T'as quel âge là ? 35. Ok, tu fais plus jeune. Ah merci, ça donc fait plaisir. 2016, tu as lancé ton agence, c'est ça ? Ouais. D'accord. Mais du coup, c'était pas sur TikTok ? Non. Donc, on a commencé... en fait, on a évolué avec l'évolution des réseaux. On a commencé très YouTube. Après, on a fait du Instagram. Et fin 2019, du TikTok. Parce qu'aux États-Unis, ça a commencé déjà. Est-ce qu'on peut parler un peu finance sur l'agence ? Ouais. L'agence, meilleure année, vous êtes monté à combien ? 4 millions de chiffre d'affaires. Ok. 20 employés, c'est ça ? Ouais, là, on a réussi à redescendre au niveau des employés parce qu'on arrive à automatiser plus de choses. Ok. Mais on est monté même jusqu'à 25 employés, je crois que c'était le 25 employés. Ouais. Ok. Tu vivais bien ? Je vivais bien, mais les prix à Miami sont un truc de malade. Donc, fallait que je gagne beaucoup comparé à peut-être à des choses en France pour pouvoir vivre normalement. Je crois que tu avais fait une vidéo à l'époque sur ton appart à Miami. Ça coûtait $3 000, non, c'est pas ça ? Ouais, $4 000 même, après le loyer. Peut-être là, cette vidéo, c'était sur un autre à 3 000, 3 500. Ouais, mais c'est... Il était bien. Hein. Après, c'est le format condo aux États-Unis. Donc, tu as ta piscine, tu as ta gym et tout, etc. Donc, tu as un confort exceptionnel, mais ça coûte un bras quand même. Ouais. Mais les gens me parlent souvent de Miami et il y a des blagues, des mèmes actuellement sur les réseaux sociaux où ils disent les Américains ils considèrent les Européens comme des pauvres en fait, tu vois, parce que mais donne-moi des références d'indices de prix à Miami, genre tu vois des trucs que tu te rappelles, tu vois, peut-être une pizza ou une bière. Ouais, ce qui coûte le plus cher principalement c'est donc les loyers dans certains quartiers peuvent coûter assez cher, mais bon ça c'est comme dans toutes les villes. Après c'est les sorties. Donc dès que tu vas manger dehors, là ça peut coûter très cher parce que en plus de la note, aux États-Unis tu as les taxes et les tips à rajouter. Donc les tips c'est 20%, c'est pas 12%, c'est 20%. Donc ça peut aller très vite. Après si tu bois de l'alcool, là les verres c'est très très cher. Un cocktail à 20 balles, tu vois. Cocktail à 20 balles. Ouais, cocktail à 20 balles. Plus tips. Ouais. La viande, c'est aussi non quand tu prends des steaks. Ouais, après tout ce qui est bouffe, t'as des trucs très très chers. Ouais. Tu peux avoir des restaurants où t'as des viandes, oui, à 500 balles ou machin. Ouais, c'est sûr. Mais non, c'est assez cher. Puis toutes les activités, forcément, dès que tu veux faire du sport, l'inscription à ta salle, etc. Les classes. L'inscription à la salle, par exemple, c'est combien ? Ça, c'est un bon. Là, ce que je pourrais te dire, c'est plus par rapport à ce qui marche très bien, c'est des classes, tu vois, de tout. Mais maintenant, ils adorent faire ce système-là. Et donc, tu payes à la classe. Et où j'aime bien aller, c'est $20-25 la classe. Donc. En groupe. En groupe. 1 heure. 1 heure. Si tu y vas 3 fois par semaine ou 4 fois, tu. Ça va, par semaine. Ah ouais ? Bon, je trouve ça quand même assez élevé pour une classe. C'est même pas un abonnement. Ouais. Mais t'as un abonnement à la salle de sport ? Ouais, abonnement, 150 balles, l'abonnement, ça va. Par mois ? Ouais. 150, 200. Ouais. Ça va. Ouais. Mais si tu fais des classes plus machin, moi je joue au padel. Ouais. Le padel, c'est $25 pour l'heure et demie par personne. Ça se joue à 4. Ouais. Mais bon. Et ok. Et donc, moi, j'ai vu, parce que je te suis depuis un moment, et puis un jour, j'ai vu que tu as commencé à parler un petit peu de... Quelqu'un m'avait soufflé que tu étais revenu à un modèle. En fait, tu as quitté ton agence, tu as vendu ton agence, je sais pas si on... Non, pas vendu. Non, tu l'as mis en gérance. Ouais, j'ai mis un nouveau PDG à la tête. Et là, aujourd'hui, t'as combien d'employés ? Alors, donc, pour faire... Ou freelance, hein. Sur l'agence, tu parles. Alors, moi, ton business actuel.
Ouais, donc mon business actuel. Donc j'avais cette agence. Donc j'ai commencé même, je peux commencer en France. En France, j'ai lancé d'abord une marque de cosmétiques qui s'appelle Merci Andy avec 2 copains. On a fait The Family, etc. Avec. Louis Marty et Roland. Ah, t'es Nielsen. l'ancien. On était 3. D'accord. On était 3. Ok. Pendant 3 ans, je suis resté. Après, j'en avais marre de la France. Je me suis barré aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, j'ai créé Stargazer. Donc cette agence / plateforme de marketing d'influence. Pendant 6 ans, j'ai fait ça. Le truc a bien marché, on a eu une belle croissance, on a eu des offres de rachat, des rachats qui ne sont pas faits pour X ou Y raison. Lesquels? Une première offre où tout était fait, l'offre était parfaite, tout le monde était content, j'avais un package magnifique pour continuer pendant 1 an à travailler, à faire la transition. Et j'ai été voir la PDG de cette boîte qui nous achetait, qui était à Londres. Et j'ai un peu gueulé sur certains aspects de la négociation. Bref, il y avait aussi les investisseurs de cette boîte. La semaine d'après, la PDG virée, le deal capote. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel point de ma rencontre, ce que j'avais demandé, qu'est-ce qui s'est passé, mais bon, PDG de l'autre boîte qui se fait virer, il n'y a plus de rachat, au revoir. On était à ça, on avait signé la LOI, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on était à 10 millions de dollars. Et tu avais combien de pourcentage de la boîte? J'avais un tiers, un peu plus d'un tiers. Ok. Donc ça aurait fait un bel exit. Ça aurait fait quelque chose de sympa, ouais. Ouais. Merci Andy, juste à skipper vite, t'as vendu? J'ai vendu à mes anciens associés. Ok. Ça, bien? J'ai pas vendu du tout bien, de la raison que c'était des amis et j'avais l'impression, alors après c'était une autre étape de ma vie, que je les laissais un petit peu, je les quittais et donc je voulais pas avoir ce truc financier avec eux parce que c'était des amis avant tout. Avec du recul maintenant, je pense qu'on a très bien fait la séparation entre le business et les amis et donc j'aurais dû vendre beaucoup plus cher. Mais j'ai aucun regret parce qu'au moins je suis l'esprit libre et tout, etc. Il y a une phrase de Cody Sanchez où, en fait, tu connais Cody Sanchez? Oui. Et, tu sais qu'elle est divorcée? Non, j'étais pas sûr, je crois qu'elle était en couple justement. Elle est en couple, mais elle est divorcée. Du même mec? Ah non. C'est dans le mariage. Ok. Et elle a dit... et donc elle a filé de l'oseille, parce que je pense qu'elle a gagné plus d'oseille que son mari. Elle avait dit « It was your tax to freedom », tu vois. Et là, tu me dis, tu vois, t'as peut-être pas assez vendu, etc. Mais si tu voulais partir, moi, je connais, j'ai rencontré beaucoup de gens, je connais la difficulté quand tu veux sortir d'un projet. C'est un peu comme un divorce. Et tu sais, dans le divorce, tu as 2 types de personnes. Tu as les personnes qui veulent move on super vite et prêtes à, ce que j'ai fait, à envoyer de l'oseille. Et il y en a et les autres qui se mettent des procédures pendant un nombre d'années pour compter les cuillères. Moi, j'ai choisi mon camp, tu vois. Donc, moi aussi. Parce que je leur ai dit, grosso modo, moi, ça a trotté dans ma tête, les États-Unis. Je leur ai dit, je sais plus c'était quel mois d'octobre, l'annonce, ok les gars, je me barre. Le 1er novembre, j'étais déjà aux États-Unis. Donc, il n'y avait clairement pas eu de procédure de machin. Ouais. J'étais déjà parti et je voulais absolument bombarder. Pourquoi les US? J'ai toujours été amoureux de ce pays, influencé. J'avais fait un stage là-bas, j'avais été en échange universitaire là-bas. J'aimais ce pays, donc je voulais absolument y aller pour son côté... pour plein de côtés culturels, l'ambition, l'entrepreneuriat, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je pense influencé beaucoup aussi par ce qu'on voyait quand on était plus jeune, les séries, etc. C'était toujours les US, les machins, la grandeur. Ouais. Je pense que ça joue beaucoup, finalement. Ouais, soft power culturel, ouais. Bah oui, absolument. Lesquels? Dis-moi un peu les séries ou les films qui t'ont... Je n'ai même pas en tête, mais tout ce qui était... ce qu'on voyait, c'était les États-Unis, de toute façon. Ouais. Donc, j'ai même pas un exemple précis qui me dit ça va faire... C'est tout le temps, c'était les États-Unis. Donc, je suis parti là-bas. Et j'avais un contact dans une ville qui était à Miami, qui avait sa boîte et qui pouvait me faire un visa sur sa boîte de stagiaire pour que je puisse rester légalement là-bas. Je lui ai dit, écoute, tu me fais un visa, je le paye et tout. Moi, je bosse pour toi gratuitement en échange pendant X mois, mais fais-le moi, s'il te plaît. Et il me l'a fait. C'est pour ça que j'étais à Miami. Ça aurait été à Boston. J'aurais été fini à Boston, en fait. Je m'en foutais d'où. Donc, ta boîte, plusieurs... ça, c'est un truc sur lequel on ne parle pas beaucoup, en fait. Des boîtes qui grossissent. Il y a de temps en temps des possibilités de rachat et ça ne se fait pas. Et après, s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas d'acheteur, malgré la valorisation. Donc toi, là, ce que tu as fait, tu as mis un associé en gérance. Donc, tu t'occupes plus de rien. Plus rien, plus du tout dans l'opérationnel. Ok. Mais tu as vendu des parts? Non. Ok. Et donc là, tu as toujours un tiers de la boîte? Ouais.
Mais je vais pas revendre, on donne des parts, de nos parts au nouveau PDG. Parce que j'ai des associés et un investisseur dessus, dans cette boîte. Qui sont encore là? Ouais, qui sont encore là. Et donc, forcément, moi, en tant que PDG qui part, on a un nouveau PDG, il faut l'incentiver sur la boîte et les résultats. Donc, on donne de nos parts sur... Et donc, toi, tu as touché des dividendes? Avant, ouais. Enfin, là, l'objectif de la boîte n'est pas forcément de faire des dividendes et de les mettre pour nous. J'en ai fait quand j'étais PDG, où on se faisait des bonus, etc. Ouais. Là, je ne vais rien toucher. Sauf résultat exceptionnel, jusqu'à ce qu'il y ait un potentiel exit, grosso modo. Ok. Ah oui, donc en fait, à un moment, on parlait de 3 millions de dollars pour toi, et là, potentiellement zéro, en fait, quasiment. Ah ouais, complètement. Ok. Ah ouais, là, c'est du... Enfin, potentiellement zéro. Tant qu'il y a la boîte, tant qu'elle est vivante, ça vaut quelque chose. Maintenant, ça vaut quelque chose jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien te l'acheter. Ouais. Donc, c'est du papier, hein. Sauf si, en effet, parce que comme il y a un format agence, il y a un truc qui tourne où tu te dis tu peux toujours tirer de l'argent. Donc, s'il y a des très bons résultats, on pourra se verser des dividendes si on décide que l'objectif est finalement d'avoir un business qui tourne comme ça. Mais vu que là, c'est un objectif de se faire racheter... D'ailleurs, j'espère qu'il n'y a pas des acheteurs potentiels qui écoutent parce que c'est pas bon de dire ça, tu vois. Dire on n'est pas en vente, tu vois, mais il faut jamais dire que tu veux vendre. Ah ouais? Ah ouais, non, jamais. À partir du moment, nous, on n'a jamais cherché à vendre. On a toujours eu des offres qui sont arrivées et on dit non, et puis après, on dit on écoute, tu vois. Enfin, c'est une technique basique. Donc là, on va dire Stargazer, en tout cas, tu n'es plus dans l'opérationnel, c'est derrière toi, tu n'as pas touché l'oseille que tu voulais, même si peut-être tu te payais correctement. Donc maintenant, le nouveau projet, c'est Antoine Forest, solopreneur pour l'instant. Ouais. Tu m'as parlé d'une nouvelle offre à étiquette. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes objectifs financiers 2024, sur qu'est-ce que tu es en train d'essayer de mettre en place en business, comment tu gagnes de l'argent actuellement et comment tu vas gagner de l'argent? Là, j'ai gagné de l'argent actuellement en lançant donc, ce nouveau programme challenge sur Instagram où j'ai fait un lancement. Alors, c'est les débuts, ça tâtonne, je teste des choses. Et en fait, je teste pas mal de choses pour voir quelle peut être mon offre à étiquette que je lancerai, je pense, à la rentrée, histoire de la finaliser. Pour l'instant, j'ai testé 2 produits. Un produit plus d'automatisation sur Instagram en utilisant des outils tels que ManyChat. Donc, j'explique aux gens comment faire, comment j'ai mis en place mes systèmes, etc. Est-ce que tu peux développer un peu parce que toi, tu es social media native, tu vois, tu parles de setting, etc. Mais il y a des gens qui nous écoutent et les réseaux sociaux, c'est pas leur truc, tu vois, ils sont dans l'acier ou autre. Est-ce que tu peux donc vraiment me détailler les 2 offres, à quoi ça sert, comment ça marche, c'est pour qui? La première, c'est lorsqu'on se lance sur un réseau, il faut déjà avoir de la visibilité et croître au niveau des vues et potentiellement des abonnés. Donc, j'ai fait un premier produit qui s'adressait plus aux débutants ou aux personnes qui sont vraiment en recherche de visibilité et de vues. Et donc, c'est un challenge où, en fait, je vais leur dire, grosso modo, quel type de format à poster, quel type d'idée, comment créer du contenu, le système des accroches, etc. pour qu'ils savent créer du contenu qui performe bien et avoir une croissance vue abonnée. En Reels? En Reels. Parce qu'il y a que les Reels qui marchent, là. Ouais, Reels. Okay. Mais c'est quelque chose qui s'adapte à tout type de contenu court vertical. Donc YouTube Shorts et TikTok, grosso modo. Ça s'appelle comment? Reels Challenge. Et ça coûte combien? Ça coûte 144 €. Et c'est un cours? C'est un cours, c'est-à-dire? Une formation? Non, c'est pas une formation, c'est vraiment un challenge. Donc dans le sens où il y a très peu de modules vidéo parce que c'est vraiment de la pratique. C'est voici, créer du contenu, voici comment faire, faites-le, voici les idées, voici les exemples, etc. Parce que j'ai compris que dans la création de contenu, il y en a beaucoup qui ont testé des formations théoriques et ça ne marche pas beaucoup. Il faut que les gens testent, soient confrontés vraiment au fait d'aller dans l'action. Et plus on teste, plus on va s'inspirer d'autres choses, plus on va regarder, plus on va progresser, on verra les résultats. Donc moi, je leur donne toutes les clés. Il y a un petit peu de format vidéo, mais c'est surtout du pratico-pratique et ils vont le faire par eux-mêmes en suivant exactement un format de 30 jours où une fois par jour, vous avez une idée, un format. Comment ça marche? C'est-à-dire, j'achète et après, c'est quoi? Je reçois un email tous les jours ou... Non, c'est un School, groupe communautaire, où il y a tous les posts, chaque jour un post qui tombe, qu'est-ce qu'il faut faire, les exemples, les instructions de A à Z. Ils peuvent se parler? Absolument, oui. Oh, ok, donc c'est une communauté. Ouais, tu peux appeler ça l'aspect communautaire, mais en soi, tu pourrais être tout seul et avoir accès, tu pourrais le faire aussi. Là, il y a l'aspect émulation du groupe, du challenge, etc. Combien de participants? Là, on est à 90.
au jour même où je te parle. Ok, d'accord. Et ça a été lancé il y a une semaine. Ah oui, d'accord, ok. Et deuxième produit? Deuxième produit, là, c'est vraiment une formation vidéo pour générer du lead et des ventes grâce à son compte Instagram. Donc, on a fait la première étape, on a la visibilité. La deuxième, c'est on va commencer à vendre. Et ça, on le fait via des systèmes que j'ai créés avec l'application ManyChat. Donc, ManyChat permet de créer des systèmes automatisés à partir des DM Instagram. Donc, une pièce de contenu, souvent on le voit dans les pièces de contenu, commentez le mot X sur cette vidéo et je vous envoie Y. Donc, les gens vont commenter et derrière, ça crée il y a tout un tunnel qui est créé dans ManyChat qui permet d'envoyer un lead magnet, etc., de setup un call avec ses potentiels clients, etc. Donc, plein de tunnels que j'ai créés. J'explique comment les faire, mais en plus de ça, les gens peuvent utiliser les systèmes que j'ai faits. Ok. Et ça coûte combien? Là, elle est à 399. Ok. Et c'est un cours, ça? Ouais. D'accord. Vidéo? Ouais. Et t'en as vendu combien? J'ai dû en vendre un peu moins de 50. Ok. Et ça, j'ai créé il y a 1 mois et demi. 2 Ok. mois. Et Stargazer, juste pour les dates, Depuis le mois de mars, je suis, Ok, ouais. je suis en solopreneur. Et là, on est en fin juin. Ouais. Et comment tu as gagné de l'argent entre ces deux challenges et... Le challenge, je l'ai lancé, là, on est au mois de juin. Donc, après, les premiers mois, non, j'ai généré zéro. Enfin, j'avais toujours des ventes de ma formation TikTok qui tournaient, parce que j'ai une formation TikTok également. Ok, que tu continues à vendre. Ouais, que je continue. Enfin, là, je l'ai stoppé depuis que je me suis mis sur Instagram pour vraiment me focaliser là-dessus. Okay. Mais il y a ça qui tournait toujours. Et la formation TikTok, c'était combien? La formation TikTok, elle était à 197. Ouais. 297, il y avait pas mal de prix différents sur le truc. Et j'ai eu plus de 1500 étudiants là-dessus. Ok. Grâce à TikTok? Ouais. Alors, pour le coup, comme c'était un side business pour moi, j'ai vraiment fait... Enfin, j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'avais un lien en bio et les gens pouvaient acheter la formation. C'est tout. Que de l'organique et rien d'autre. Jamais fait de webinar ou d'une tunnel de vente. C'était vraiment la pire stratégie. Alors, j'imagine même pas ce que j'aurais pu vendre si vraiment à cette époque j'avais mis le temps ou même l'intelligence de regarder comment faire. Ouais. Et tu en as vendu 1500 quand même. Sur TikTok. Sur TikTok. Ok. Et le prochain produit iTicket, qu'est-ce que ça va être? Eh ben, ça va être vraiment sur tous ces aspects d'Instagram, visibilité, croissance et plus un suivi personnalisé ou personnel avec des coachs et un lancement, comment créer son produit et le vendre aussi. C'est vraiment une grosse demande par rapport à ça. Comment, j'ai un peu de visibilité, etc. J'ai une expertise, je ne sais pas trop créer, comment faire. Donc, elle est plus sur le côté business aussi. Et ça va être quoi? Ça va être format bootcamp, accompagnement? Écoute, je ne sais pas encore, sincèrement. Je pense que je vais faire un mix qui soit de la formation vidéo, sûrement de l'accompagnement coaching, de l'aspect communautaire, je pense dans un premier temps, sur un espace-temps, peut-être 90 jours ou autre. Okay. Après, en toute sincérité, je m'inspire justement de vous, de un peu tout ce qui se fait. Je regarde ce qui se fait, quel est le format qui marche le mieux et l'adapter à ma niche qui va être plus... qui était la création de contenu, mais qui s'ouvre de plus en plus à aller sur l'aspect business. Parce que surtout quand tu t'adresses à des entrepreneurs, tu es obligé d'aller sur l'aspect make money. Donc là, tu es dans la réflexion. Ok. Mais je lance aussi autre chose. Bah, dis-moi. En fait, je n'ai jamais rien fait aux États-Unis et en anglais, alors que je suis sur le marché depuis longtemps. J'ai une expérience qui est énorme sur le marketing d'influence. Donc là, ce que je vais lancer, c'est mes réseaux en anglais, par mon compte LinkedIn, qui était à la base un compte LinkedIn en anglais, et lancer un accompagnement sur du marketing d'influence pour aider les gens dans les boîtes à former des personnes en marketing d'influence pour pouvoir le faire in-house dans les marques, dans les agences, etc. Donc en fait, une formation, si tu veux, du marketing d'influence. Et aussi pour aider toutes les personnes qui aimeraient apprendre le marketing d'influence pour trouver un job dans cette industrie. Donc ça, je vais le faire sur le marché américain parce que j'ai une reconnaissance là-bas. J'ai justement toute la social proof de ma société aux États-Unis. Donc ça, c'est ce que je vais faire à côté parce que le marché américain est beaucoup plus intéressant, je pense. Et donc, je vais essayer de jongler entre les deux. Alors après, peut-être tu vas me dire, attention, là, tu pars sur trop de trucs. Je pense peut-être aussi. Bah, je n'ai pas donné de conseils, sur les réseaux sociaux, en tout cas. Mais question français-anglais, c'est un truc qui... Ça a toujours été, putain, qu'est-ce que je fais et tout, tu vois. Mais tu vas parler en anglais, toi ou... En anglais, ouais. Donc, ça sera totalement d'autres réseaux, etc. Mais en plus sur une ultra niche qui est le marketing d'influence. Donc, ça reste les réseaux sociaux, mais ça sera quand même quelque chose de différent. Et c'est là où je vais aussi bombarder pas mal.
Est-ce que t'as fait des campagnes d'influence toi-même avec ton compte? Mon compte français? Pour essayer d'utiliser TikTok. des influenceurs pour faire la promotion de mon compte ou de mes formations? Non, l'inverse. Utiliser ton compte pour vendre des produits des autres. Ah oui, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de collabs. Enfin, beaucoup. Par rapport à des influenceurs, non, mais j'en ai au moins 2 par mois qui tombent. Quel type de... Beaucoup dans la tech et le business, du coup. Donc, des applications mobiles, par exemple, l'app Caption pour faire des sous-titres sur ces vidéos. Oh, ah, t'es avec eux, ouais. Ouais. J'ai le navigateur Opera qui, là, ça fait plusieurs fois qu'il bosse avec moi. Donc, des trucs comme ça. J'ai eu un truc rien à voir. Les tests ADN pour MyHeritage. Pour, Oh, ok, d'accord. tu vois, donc mais souvent, ça tourne quand même autour du business ou de la tech, un minimum. Une audience un peu plus sérieuse, on va dire. Panier moyen pour une opération d'influence? Moi, je suis pas très cher. Je demande $1 500 pour un TikTok. Ok. Et en général... Et avec, en plus, la possibilité d'utiliser cette vidéo en ads pendant un mois. Pour la marque. Ouais. Ok. Et la vidéo fait combien de vues à peu près, en général? Ah, ça, je sais pas. Je garantis aucunement les vues. Tu garantis pas, mais tu traques peut-être un peu. Franchement, ça dépend. Comme je te dis, j'ai des vidéos qui ont très bien marché sur des offres sponsor qui pouvaient faire des 100, 200 000 vues ou plus, qui est très bien, et d'autres qui n'ont pas dépassé les 10 000. Je t'ai dit, c'est TikTok. Et donc là, c'est terrible. C'est pour ça qu'il y en a certains qui disent ouais, mais je vois, c'est tout. Je fais non, il n'y a pas de garantie. Moi, le truc, c'est que j'ai travaillé longtemps du côté marque. Donc je sais ce qu'elles veulent. Et c'est pour ça qu'elles sont très demandantes à avoir des garanties ou à baisser le prix. Mais je connais les créateurs et je connais le prix des créateurs. Et donc je sais que là, déjà, mon prix est pas cher. Donc j'arrive à négocier comme ça en ayant les deux casquettes, si tu veux. Qui c'est qui gagne bien de l'argent sur TikTok En termes de créateurs? Ouais, en influence. Je sais pas, ça c'est des trucs, je saurais même pas te dire qui gagne exactement combien, mais tu peux gagner, tu peux bien gagner sur les OP, même si c'est au-dessus du million d'abonnés, souvent ça va du 2, 3, 4 000, 5 000 la vidéo, ça dépend qui après. Ok. Et ils en ont beaucoup, contrairement à moi. Donc ça peut tomber. Et puis là, tu as juste besoin de faire une vidéo, c'est quand même... C'est pas mal quand même. Ouais. Je me rappelle à un moment, on pouvait booker un call avec toi payant aussi. Ouais. Ça marchait bien ça? Ouais, c'était un petit plus que je faisais. Je laissais comme ça sans faire la promotion, un peu à la Oussama. Tiens, je vais faire ça. Et ouais, ça tournait. Alors, je ne saurais même pas dire combien de chiffres j'ai fait exactement, mais j'avais toujours au moins 2 qui tombent par mois, 2, 3. Ah, 2 par mois, ouais. C'est un petit truc quoi, qui tourne. Ouais, ok. C'est pas un business facile, hein, le Better Call. En fait, j'ai compris que j'ai détesté le coaching en faisant ça. Ouais. Je déteste. Je pense que j'amène beaucoup de valeur, mais c'est pour moi épuisant mentalement. La préparation, ça me fatiguait. D'ailleurs, j'ai l'impression que ma journée elle est détruite. Ah bah, mais c'était pas cher, hein? Ouais. Tu te rappelles le prix? Ouais, j'avais mis 297 l'heure. Après, j'ai mis la même chose la demi-heure. Après, j'ai mis 380. J'avoue, j'ai beaucoup changé. Ouais. Ok. Je te propose de parler maintenant même si on l'a déjà fait, de ce qui est ton cœur de métier, qui est les réseaux sociaux, parce que t'as quand même pété sur beaucoup de réseaux, sauf LinkedIn. Je commence. Je suis tes conseils précieux. Non? Ouais. Déjà, j'aimerais revenir sur un des points sur TikTok, Insta. Ça paraît clair et ça me paraît être une bonne tendance que Insta... Alors, je sais pas si je vais parler de retour ou de remontada d'Insta. Peut-être parce que moi, j'avais l'impression qu'à un moment, peut-être parce que tout le monde disait oui, mais Meta, ça baisse, Zuckerberg, non, il est nul. Tu vois, tout le monde se... Et je sais pas, j'ai l'impression, c'est peut-être une intuition, mais qu'il y a un retour en force Insta Business. Et de l'autre côté, TikTok... Tu vois que c'est la guerre, etc., que c'est complètement imprédictible. En plus, ça appartient à la Chine. Donc, il y a beaucoup de choses. Si ça se trouve, aux US, ça va être interdit. En Europe, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'on est là plutôt dans une configuration où il faudrait plutôt miser sur Insta? Moi, forcément, je vais prêcher ma paroisse, mais quoi que non. Déjà, il faut comprendre qu'il faut avoir aucun attachement au réseau. Moi, on m'a connu sous le TikTok guy parce que je faisais que des TikTok et j'étais que sur cette plateforme, ce qui est cool. Mais en même temps, j'en ai rien à foutre si demain TikTok n'est plus là. Il faut être là où ça marche pour toi avant tout. Donc, je pense que, en effet, TikTok aujourd'hui, à part faire du contenu drama ou très généraliste ou très gamin, c'est difficile de générer des vues. Et même si tu génères des vues, après, la qualité de l'audience, elle est quand même moins bonne sur un acte d'achat dans notre milieu.
Parce que dans du milieu où tu vends des produits physiques, du B2C, là, je dirais TikTok à fond. C'est incroyable les résultats. Les ads, TikTok Ads, ça marche très bien. Les applications mobiles aussi. L'app Install, elle est très, très peu chère. Donc, TikTok, c'est cool pour ça. Maintenant, Instagram, j'ai vu la différence. Moi, je me suis lancé sérieusement sur Instagram que depuis cette année, au début d'année. Et j'ai vu la différence de la qualité d'audience. J'ai vu tout de suite en lançant, comme je t'ai dit, un truc en une semaine, etc. J'arrive à faire des chiffres intéressants, sans même construire le produit d'ailleurs. Donc, je me dis, OK, il y a vraiment quelque chose. Et donc, par rapport à ça, oui, c'est intéressant. Maintenant, le reach, il est difficile, oui, mais il y a une chose qui fait la différence entre TikTok, Insta ou même les autres plateformes de contenu vidéo, c'est les DM. Les DM, c'est là où tu vas closer, c'est là où tu peux faire tellement de choses, te rapprocher de ton audience, c'est top des calls, etc. Et c'est ce qui fait toute la différence. Les gens utilisent Instagram beaucoup pour les DM. Et donc ça n'existe nulle part ailleurs. Est-ce que tu peux définir et expliquer le concept du setting sur Instagram? Grosso modo, c'est une personne, ça peut être vous, mais ça peut être une autre personne qui va en fait se connecter à votre compte, souvent Instagram, et qui va aller parler avec des gens pour organiser, imaginons que la conversion soit un appel booké avec vous, il va aller parler des gens pour les chauffer et pour arriver à cette conversion. Ça peut être des gens soit déjà de votre écosystème sur Instagram, ou soit ça peut être même des personnes en cold, donc là, aller démarcher des gens pour aller parler et essayer d'arriver à cette conversion. Et c'est une bonne stratégie de conversion? Il y a des bons résultats avec le setting? Il y a des bons résultats avec les settings à partir du moment où les DM sont très puissants sur Instagram et le fait de créer cette connexion, ça va faciliter, plus que de juste poster une pièce de contenu et espérer que ça vienne. Donc forcément, il y a ce côté je réchauffe, etc. Moi, ce que j'apprends aux gens de le faire, c'est sans setter, grâce à ManyChat, comment on peut avoir tout ce côté setting pour arriver au même résultat. Est-ce que toi, tu es un des setters? Oui, c'est mon ManyChat, mais après, je fais un petit peu. Mais je n'utilise pas d'autres personnes encore. C'est moi qui... Mais je comprends pas. ManyChat, c'est toi qui utilises, donc c'est toi qui écris aux gens? Non, en fait, ManyChat, tu vas créer des tunnels qui sont déjà préprogrammés et où tu peux arriver jusqu'à l'endroit que tu as décidé. Donc moi qui ai par exemple là, un appel booké avec toi. Et donc tu vas lui dire, la personne, tu vas lui poser une question. Si elle répond ça, elle va aller là, là, là. Donc c'est des choses qui sont préprogrammées. Mais tu peux maintenant connecter ChatGPT à ManyChat et donc tu peux même avoir des conversations qui sont en temps réel. Mais eux, ils croient qu'ils parlent à une vraie personne. Alors, quand c'est totalement ManyChat, ils comprennent que tu réponds à des questions, etc. Donc, souvent, ils grillent. Tu dois appuyer sur des boutons. Soit tu appuies sur des boutons, soit tu peux aussi répondre, et après, ça déclenche quelque chose. Ouais. Mais ce que tu peux faire avec ManyChat, ce que j'adore utiliser, c'est les audios. Donc, je préenregistre des audios qui sont envoyés comme si je venais d'envoyer un audio moi-même sur Instagram, et les gens écoutent mon audio, et ça va rentrer dans le tunnel. Donc, tu préprogrammes, mais tu peux faire quelque chose de très naturel. Mais maintenant, avec l'IA, tu peux encore plus faire quelque chose de naturel. Ok. Et tu as un produit là-dessus? Ouais, ça, c'est ma formation ManyChat. Générer des leads et des ventes. Ah, mais ça m'intéresse. Je vais acheter. Et si le mec commence à poser des questions à la con, demande une assistance humaine Alors après, il y a des limites quand même à un produit où tu gères des tunnels et tu les crées toi-même. Là, faudra rentrer et peut-être appuyer, personnellement en écrivant toi-même les messages pour être sûr d'arriver à la conversion. Ça dépend. Mais moi, tout le chiffre d'affaires, par exemple, que j'ai réalisé, autant pour mon challenge que pour ma formation ManyChat, c'est uniquement grâce à de l'organique sur Instagram et avec mes systèmes ManyChat. Et par ailleurs. Et est-ce que tu peux traquer si la personne a acheté en organique ou via setting? Non. Ok. Parce que tu peux... Ouais, non. Faudrait réfléchir à comment... Non, je pense pas que tu peux peut-être mettre des trackers quelque part, mais faudrait voir. Faudrait réfléchir à ça. Parce que toi, tu es dans quelque chose, tu veux utiliser quelqu'un, mais à côté avoir ManyChat également? Non, tu réfléchis comme ça. Moi, le setting, c'est... Écoute, je vais te parler des 4 piliers. Tu vois, moi, je considère sur les business internet le contenu, donc faire de son nom une marque sur les réseaux sociaux, la délégation, avoir une offre scalable, et 4, les systèmes d'automatisation. Et je dis à chaque personne, mets-toi une note sur 10. Okay. Où est la moins bonne note? Et regarde ce que tu peux faire. Tu vois. Moi, la moins bonne note est sur le 4, donc les automatisations. Parce que moi,
je suis pas du tout dans la tech. Tu vois, les trucs. Moi, quand le truc ça marche et que là, quelqu'un me montre des funnels et que les trucs sont. Je me disais, c'est magique. Franchement, j'ai vraiment. Quand les trucs sont automatisés, j'ai vraiment un sentiment de joie. Tu vois, quand la dernière fois, quelqu'un me dit oui, mais comme tu en parlais de cet email, dans ton email de ce matin. Et moi, j'avais pas envoyé d'email. Le mec s'était pris une séquence, tu vois. C'est vrai que c'est magnifique. Il y a un côté jouissif à ça, c'est vrai. En fait, tu as vraiment un truc genre, tu appuies sur un bouton et ça explose, Ouais. tu vois. Et tu te dis, waouh. Donc, le setting, alors, moi, il y a deux trucs. Moi, j'ai fait beaucoup de ventes B2B. Le premier truc que je vendais, c'était du ghostwriting LinkedIn. C'était des packs à plusieurs milliers d'euros à des dirigeants. J'étais loin d'être sur du setting Insta, tu vois. Genre, ils t'achètent pas du tout comme ça. Ces gens, ils achètent sur de la longue traîne où ils t'ont vu passer 50 fois, 80 fois. Et en fait, ils pensent à toi en premier. Et un jour, tu reçois un DM d'un mec qui a une boîte qui fait 50 millions. Coucou, salut Thibaut, on s'appelle. Ce qui est un processus d'achat tout à fait différent. Maintenant, c'est un peu différent parce que je vends aussi certains petits produits, etc. Donc, le setting peut être intéressant. Mais c'est vrai que je t'avoue que moi, pendant longtemps, je me suis dit, OK, les sales, c'est LinkedIn newsletter. Tu vois, emailing. Moi, j'étais beaucoup emailing. Et c'est vrai qu'Instagram, YouTube, tout ça, je l'ai plutôt fait par diversification. Insta, j'aime bien. Je trouve que c'est bien pour se rapprocher, tu vois, des gens. Les stories, j'adore, tu vois. Et j'étais vachement surpris. J'ai vendu des trucs en story. YouTube, c'est plus pour tu vois, de la longue traîne. C'est bien quand les gens te voient, etc. TikTok, je pense que ça... TikTok, je crois que je crois que c'est que du négatif parce que c'est juste que les gens te reconnaissent dans la rue, tu vois. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc le setting sur Insta. Et Insta, c'est un peu mi-figue mi-raisin parce que j'ai 10 000 abonnés. Donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme. Après, les abonnés, c'est très bien que c'est pas forcément le plus important non plus. Mais, non. Mais si tu me dis que tu fais de l'emailing beaucoup, moi, dans mes systèmes que j'ai créés, c'est comment à partir de la story, tu récupères de l'email grâce à ces automatisations. Et maintenant, à chaque fois que je poste une story en utilisation, en mettant des slides particulières et avec ce système d'automatisation, je récupère 150 emails. 150 emails sur une story, c'est quand même monstrueux. 150 emails sur une story. Mais t'as combien d'abonnés sur Insta ? Là, je suis à 70 000. Ouais. Mais après, ça ne veut rien dire parce que j'ai pas les 70 000 qui voient les stories non plus. Ouais. Mais donc c'est pour ça que pour toi, il y a des belles choses à faire. Mais je pourrais peut-être même le faire pour toi. Ce que j'ai fait, j'ai oublié de dire, tu me demandais comment je gagnais de l'argent avant de lancer mes nouveaux produits. J'étais aussi la sous-main de plusieurs entrepreneurs à faire les automatisations pour eux sur Instagram. Laurine Bémer, Aliska, je suis derrière eux, c'est moi qui fais tous les trucs. Ouais. Pour comprendre, en plus, moi je comprends ce qui marche le mieux en testant, mais on a des résultats monstrueux là, sur le nouveau lancement de Laurine, etc. Ouais. Donc ça, sur Insta. Ouais, sur que du Insta, ça reste là-dessus. Moi j'ai pris Adri là, qui est là pour le faire, notamment sur Mastermind, tu vois. Et l'emailing hyper important, quoi. Les séquences email, quand les mecs ils rentrent dans une boucle, ils se prennent des gratuits et tout. Moi j'étais complètement nul. Pour moi j'étais à monofocus, LinkedIn tous les jours, newsletter de temps en temps. Dans la newsletter, les liens pour faire des sales. Oui, mais c'est la meilleure stratégie au début. Hein. Vraiment un funnel, une acquisition. Et maintenant, le nombre de trucs que je me rends compte que je peux faire, tu parles de Laurine, elle est trop forte. Exceptionnelle. Je me dis, mais bon. En fait, mais c'est cool aussi de voir ces gens-là parce que sinon tous les autres, tu dis, t'es le GOAT, t'es là, bon. Et t'as Laurine qui arrive et puis elle te montre que tu fais rien en fait, tu vois. En plus, elle est hyper humble, Laurine, tu vois. Mais c'est pour ça que se mettre dans des réseaux avec des gens qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus loin. YouTube. Ouais. Ta stratégie. D'ailleurs, tu disais, est-ce que c'est pas un peu le retour de Meta et d'Insta ? Moi, je pense que c'est le retour de YouTube surtout. C'est que YouTube a été délaissé par la difficulté d'y percer et que le fait c'est du format long, il faut une certaine qualité, etc. Mais maintenant, après avoir que les gens aient testé pendant plus de 2 ans le contenu court, ils ont compris que oui, tu peux faire des choses avec, mais les gens ne se rappellent pas de toi. Et si tu veux vraiment avoir la plateforme avec le contenu le plus impactant sur le long terme, ça reste YouTube. Et donc YouTube est redevenu le roi grâce à l'explosion de TikTok finalement.
Et donc maintenant, tu as tous les créateurs qui étaient sur TikTok, enfin qui le sont toujours, mais qui ont dit oh putain, en fait, il faut que j'aille sur YouTube parce que TikTok, il y a tellement de monde, tu te rappelles pas des TikTok que tu as vus la veille, tu te souviens plus des personnes. Sur YouTube, quand tu passes 15 minutes ou plus sur une vidéo avec une personne, une fois par semaine ou même plusieurs fois par semaine, c'est là. Et derrière, quand il y aura un acte d'achat à faire, ça sera cette personne. Donc pour moi, c'est le gros retour et la victoire de YouTube sur le format long au final. Tu vois, en fait, YouTube, je comprends. Je suis un. Ah oui, regarde, on est où là? Ça va être sur YouTube, ça. Ça va être sur YouTube. Voilà. Bah, en fait, YouTube, c'est marrant parce que j'ai fait des millions de vues sur YouTube et pourtant, je ne comprends pas YouTube, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait des millions de vues sur TikTok aussi. Je ne comprends pas TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, les gens me disent bah, attends, mais mec, t'es trop fort. Je dis non, mais ne crois pas que je suis fort. Je ne comprends pas les algorithmes. Je sais pas ce qui marche. Après, t'as pas à forcément les comprendre en soi, mais ce que tu crées, au final, c'est la qualité et la valeur qui réussit toujours par fonctionner. Bah, écoute, j'ai aussi surfé sur une trend qui est le podcast. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est, je vais pas dire récent, mais au début, il n'y avait pas trop de podcasts sur TikTok. Non, ça a vraiment explosé maintenant depuis un peu plus d'un an, peut-être 2 ans maximum. Mais il y avait très peu de podcasteurs qui mettaient leurs vidéos en fait. Avant, c'était du podcast audio et que audio. Et après, on va se filmer et puis on va les mettre. Ça vient des États-Unis, mais c'est ça qui a fait exploser le format podcast. C'est hyper intéressant. En fait, les gens ont fait du podcast au début parce que c'est un format qui coûte rien, en fait. Le podcast audio, tu prends un micro, tu donnes un micro à l'autre, vous parlez, tu donnes à un monteur et puis tu le mets sur Spotify. Et du coup, justement, ce format qui était pas cher est devenu très compétitif par rapport... Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire du studio, c'était pour faire des vidéos justement sur les réseaux sociaux et que ces vidéos me mettent vers les épisodes longs. Et en fait, je me suis rendu compte surtout que ça a servi. Tu vois, on va dire que ça, c'était Maud Alavès qui disait chacun de tes podcasts est devenu un événement. Tu vois, parce que j'en fais pas beaucoup en plus. Mais c'est vrai que putain, le format podcast vidéo, tu vois, le fait d'être là avec des vidéos, les gens te voient avec le micro, tu vois. En plus, t'as les studios, etc. Les gens ont envie de venir, tu vois. Ils se disent, oh, putain, le podcast, etc. Tu vois, le truc dure 1h30. Enfin, c'est pas le même événement qu'un podcast audio, vraiment. Et le côté visuel, change beaucoup de choses. À la base, je l'avais fait comme ça et je m'étais dit, OK, tu vas shorter tous les trucs. Et en fait, à l'origine, je m'étais dit, ça va m'aider à donner des vues à mon podcast, à me faire écouter mon podcast. En fait, ça m'a surtout aidé à grossir sur les plateformes courtes, notamment Instagram, tu vois. Et après, c'est devenu vachement compétitif. Il y a des mecs qui sont meilleurs que moi sur ce format-là, etc. Et ça a amené des vues sur YouTube. Mais YouTube, je ne comprends rien. Je crois que j'ai même pas de bannière. C'est l'intimidation. Après, c'est pas... Ouais. Mais un conseil que je pourrais te donner et que je me donne à moi-même d'ailleurs, c'est qu'il faut investir du temps sur YouTube. Il faut créer du contenu. C'est du très long terme, mais c'est une victoire qui est assurée derrière. Oui. Bah oui. Surtout que c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé du monde. Ça paraît con, mais les gens font des recherches. Et le premier ? Google. OK. Donc, Google est derrière YouTube. Les gens font des recherches. Donc, on peut être très niche sur YouTube. Ouais. Ça amènera forcément de la crédibilité et des ventes. Alors, j'ai une question. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est marrant parce que parfois, tu as des classements. Tu as toujours des classements de réseaux sociaux. Et dans ces classements, parfois, LinkedIn n'apparaît pas, comme si c'était pas un réseau social. C'est ce qui est un avantage pour moi, parce que moi, je suis très bien là-dessus. Et, tu vois. Ce qui était vrai avant, je pense, mais plus maintenant. Maintenant, les gens l'utilisent à la création de contenu, à du média. Avant, c'était une plateforme directory pour connecter avec des gens professionnellement. Donc, je suis d'accord. Maintenant, il fait partie. Et d'ailleurs, il est toujours sous-estimé. Ouais. Et il y a sur les réseaux sociaux, et là... tu vas peut-être m'éclairer, ce qu'on appelle des overlaps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne consomment que du YouTube. Ils vont jamais aller sur LinkedIn. Et tu as des gens, ils sont sur LinkedIn et ils iront jamais sur Instagram, sur TikTok. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de gens
qui achètent mes produits qui me disent j'ai un réseau social, c'est LinkedIn. Et j'y passe ma vie, tu vois. D'ailleurs, j'ai trouvé ça un truc très marrant. J'avais vu dans un journal, ils avaient dit LinkedIn, le journal le média des décideurs. J'ai trouvé le mot hyper drôle, des décideurs. Sous-entendu, en gros, c'est un truc caché avec les boss et c'était pas un décideur, tu vois, sur TikTok, tu vois. Et c'est vrai que parfois, quand quelqu'un me dit je t'ai découvert sur YouTube, ça m'a mis dans tes funnels et derrière j'ai acheté, je me dis ah, il y a un intérêt en fait, peut-être. Mais j'ai du mal à traquer tout ça. Et du coup, parfois, c'est vrai que je me dis, j'ai du mal à... en fait, j'ai l'impression que YouTube va être... en fait, je vais mettre mes podcasts sur LinkedIn et les gens de LinkedIn vont aller sur YouTube. La question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui m'ont découvert sur YouTube et qui peuvent être des clients potentiels? Et j'ai beaucoup de mal à savoir, en fait. Je pense qu'il faut que tu choisisses ton réseau numéro 1 et qu'ensuite, tous les autres, ils servent à ce réseau principal. Il y a, je crois, des Américains qui disent le concept de master and slavery. Donc, tu as un master et tous les autres, c'est des slaves qui vont venir alimenter ton master. Donc, toi, LinkedIn, ça doit rester ton numéro 1. Oui. Et après, ça n'empêche que les autres vont te servir à faire découvrir ton compte LinkedIn où va se passer la conversion, tu vois. Après, si les autres apportent des conversions également, tant mieux. Mais je pense que... Et aussi, il faut choisir si tu préfères du contenu écrit et du contenu vidéo, est-ce que tu es prêt à faire les deux, etc. Ça dépend des personnes. Donc, ton contenu écrit, toi, c'est LinkedIn, c'est simple. Et contenu vidéo, c'est quoi? C'est peut-être Instagram, YouTube, ou que YouTube, tu vois. Tu peux décider, tu n'es pas obligé d'être partout non plus, tu vois. Ce que je dis aux gens, souvent, c'est d'être vraiment expert et sur une plateforme, avoir votre master, et après, vous verrez pour les autres. Si après, vous avez juste à reposter votre vidéo, si vous êtes sur Instagram, vous pouvez toujours reposter sur TikTok, sur Pinterest, ça ne vous coûte rien, faites-le. Mais en soi, votre focus doit être sur une plateforme. Donc, toi, ça peut rester du LinkedIn, mais être quand même ailleurs pour aller chercher d'autres leads qui, comme tu le dis, n'auraient jamais été sur LinkedIn. Oui. Tu vois, pour la vidéo, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me mettre à des trucs vidéo. Au début, c'était pitoyable parce que en fait, ça me crée une charge mentale énorme. En fait, j'ai envie d'écrire, moi. Tu vois, j'ai pas de réflexe de me prendre des trucs. En plus, ce que j'aime bien, en fait, dans ton contenu, et d'ailleurs, on va en parler, c'est que la qualité de ton contenu a beaucoup augmenté au niveau du montage et tout, mais parfois aussi, juste, tu te prends comme ça. Et en fait, j'ai même pas le réflexe de me dire ah, il se fait une vidéo selfie. Je me dis juste, j'écoute ce qu'il raconte. Et la qualité de l'iPhone est tellement bien maintenant que tu peux très bien te faire... Il y a plein de gens qui pètent juste avec des photos. Bien sûr. Raconte-moi un peu comment tu sais, pour les auditeurs... tu veux faire une vidéo, mais t'as la flemme de mettre tout le setup et tout. Tu fais quoi? Tu te prends comme ça? Ouais, mais je vais revenir sur ce que tu dis. Moi, j'ai créé d'abord du contenu court sur TikTok, uniquement des trucs à l'arrache que je faisais moi-même et où je montais dans l'app TikTok. Vraiment rapide, très très moche. J'ai décidé de commencer à travailler avec un monteur que je lui ai fait venir jusqu'à Miami, qui était avec moi et il me suivait et on créait beaucoup de contenu. Donc, la qualité visuelle a été multipliée par 100. Et j'ai fait l'étude après 6 mois. Depuis que j'ai fait ce changement, moitié moins de vues. Donc ça, avec le nouveau? Avec le bon monteur. Donc déjà, ça montre bien que la qualité, c'est bullshit, ça veut rien dire, c'est ultra subjectif. Là, je parle d'une plateforme comme TikTok où en fait, il faut juste du contenu brut, authentique et c'est ça qui fonctionne. Donc oubliez les monteurs là-dessus. Sur les autres plateformes, je dis pas que ça sert à rien, mais il faut arrêter de se prendre la tête avec des monteurs. La seule raison pour moi d'utiliser des monteurs, c'est le gain de temps. Parce que ça prend trop de temps de créer une vidéo, de la poster, etc. Donc, utilise des monteurs pour ça, mais pas pour la qualité visuelle, parce qu'au final, ça ne fait aucune différence, voire même ça peut décroître vos résultats. Donc ça, j'ai réussi à le prouver. Maintenant, comment je fais pour créer du contenu? J'aime bien le créer en batch, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, un peu comme toi, je pense, tu dois avoir des idées pour des posts LinkedIn. Moi, j'ai des idées de contenu. Je vais taper ce que j'ai quelque part, cette idée. Et puis après, je prends un deuxième temps qui va être l'élaboration de scripts, quand même, parce que j'élabore des scripts tout le temps sur mes vidéos. Et le troisième temps où là, je vais avoir des scripts de près. Donc, je me dis, OK, je vais tourner 5-10 vidéos. Donc voilà, c'est vraiment en 3 phases et par des périodes de batch. J'ai une question, parce qu'en faisant du media training avec les gens du mastermind, il y a un truc dont je me suis rendu compte, mais tu vas me dire... une vidéo, il vaut mieux que pendant les 30 secondes, tu dises tout ton texte en one shot, ou est-ce qu'il vaut mieux que tu dises une phrase, cut,
une phrase, cut, une phrase, cut. Parce que je me suis rendu compte que moi, en fait, ils bégayent, ils oublient, et du coup, j'ai dit, ok, on va séquencer, tu vois. Moi, je fais que ça. J'ai jamais vu comment il fallait faire, ce que j'ai fait qui marchait pour moi. J'ai mon écran qui est là, et donc je vois la caméra, je parle. Et comme je me souviens même plus ce que je dois dire après, limite, bah, je coupe, je regarde et je parle. Donc je fais vraiment d'une phrase par une phrase. Ok, et ça pose pas de problème, ça? Aucun les problème. Les viewers, ils se rendent même pas Non, compte. on voit pas. Ok. Si la phrase est un peu plus longue et que je peux continuer, tant mieux, je continue. Mais sinon, en plus, je trouve que le fait de s'arrêter, ça permet de remettre de l'énergie à chaque fois, tu vois, et pas d'être un peu chiant avec un truc qui est dur, Ouais. et ça te permet de courcir ce que tu dois dire, d'être plus percutant, ce qui fonctionne sur les plateformes de contenu court. Ok, très bon insight. Quand je vais m'aider à traîner, maintenant, je vais faire du séquençage. Mais je sais pas c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que les professionnels de ces médias training pourraient dire? Moi, c'est ce qui marche pour moi en tout cas. Et je trouve ça le plus simple parce que t'as pas à te prendre la tête. Il faut que je dise ça exactement. J'ai une phrase, tac, bam, je mitraille. Tu vois. Est-ce que tu as remarqué sur les shorts, c'est quoi la durée minimum d'une vidéo qui peut bien marcher? La durée maximum? C'est quoi la durée idéale? Il n'y a pas de bonne réponse malheureusement et ça dépend des plateformes. Sur TikTok, on a commencé avec du contenu très 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 court qui fonctionnait le mieux. Maintenant, TikTok va aller concurrencer YouTube, donc augmente de plus en plus la longueur des vidéos. Donc on est passé à 1 minute, maintenant 3, maintenant ils ont accepté 10. Donc c'est pour te dire. Tu peux faire 10 minutes sur TikTok. 10 minutes. Okay. Et donc il y a des vidéos très longues, donc de plus de 2 minutes, on va dire, qui fonctionnent très bien, voire plus de 3, qui pètent sur TikTok, vraiment, qui explosent, etc. Mais après, c'est toujours par rapport aux algos, le temps de visionnage, est-ce que les gens regardent assez longtemps, est-ce qu'ils engagent avec. Donc, c'est pas une garantie qu'elle soit plus longue, que ça va mieux marcher que les courtes. Ce que je me rends compte malgré tout sur Instagram, la trend, c'est quoi? C'est des vidéos de 7 secondes où tu as une vidéo quelconque, tu as un texte dessus, lis la description. Là, c'est le truc qui marche. C'est bien ça? Ça fonctionne en ce moment. Et les gens, ils like? Les gens, en fait... La technique, c'est quoi? C'est puisque tu donnes toute la valeur de la vidéo dans la description, les gens vont ouvrir la description et lire. Plus ton texte sera long, plus la vidéo tournera en arrière-plan, plus elle tournera, plus ton watch time sera grand. Donc, et ça, t'en es convaincu? Ah oui, c'est sûr. Et donc ça fonctionne. Mais maintenant, la métrique la plus importante, ou une des plus importantes sur Instagram, et ça a été dévoilé par son PDG, Adam Mosseri, il y a 2 semaines, c'est le partage. Donc, le partage, en fait, ils se sont rendus compte qu'Instagram, par rapport aux autres plateformes, ils avaient un avantage, c'est les DM, et qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Instagram, ils regardaient un reel, et ils cliquaient sur partager, et ils l'envoyaient direct en DM à des amis. Je ne sais pas si tu as des conversations avec des amis, tout le monde s'envoie des DM. C'est un réflexe que tu as uniquement sur Instagram, puisque les DM, c'est vraiment une partie intégrante d'Instagram. Donc, ils se sont dit, on va focaliser encore plus dessus, et on va montrer davantage les vidéos qui auront eu le plus de partage en DM. Donc, c'est pour ça qu'il faut se focaliser là-dessus sur Instagram. En plus du temps de visionnage, évidemment, c'est du partage. Donc, les likes, c'est pas très important? Likes, sur toutes les plateformes, ça n'a aucun intérêt. Ah ouais? Ça n'a aucun impact. Ok. Tu as beaucoup de vidéos qui cartonnent sans avoir peu de likes en ratio. Donc là, tu me dis, Adam Mosseri, le boss d'Instagram, a dit que la métrique la plus importante, c'était d'abord les partages du reel à d'autres personnes, et en 2, le temps... Non, il n'a pas dit, justement, parce que c'est tellement complexe, et même lui, je ne suis même pas sûr qu'il savait exactement comment marche l'algo. Il a dit c'était une des métriques les plus importantes, avec évidemment le temps de visionnage. Laquelle est la première exactement, je ne sais pas, mais j'ai fait un test sur une vidéo dernièrement qui était un peu plus mainstream, où je me dis, ok, là, je pense que ça va encourager au partage en DM. Elle a pété à plus d'1 million. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose. Donc là, en fait, ce genre de vidéo, moi, je vois de quoi tu parles, mais les gens ne vont pas forcément comprendre. Donc, en fait, c'est par exemple une vidéo où moi, je me mets face cam, je vais faire un truc avec une musique, mais je parle pas, et j'écris, et il y a quelque chose pendant cette seconde, il y a quelque chose qui est écrit. Et il y a écrit, si tu veux en savoir plus, regarde la description. Absolument. Et dans la description, qu'est-ce que tu dis après? En fait, toute la valeur que tu exprimes normalement grâce à ton accroche textuelle de la vidéo. Et à la fin, tu dis, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, DM-moi. Méthode. Alors là, ça peut être encore plus, tu vois. En effet, tu peux avoir un call to action qui amène à ça. Mais oui, voilà, si demain quelqu'un doit se lancer sur Instagram, je focaliserai sur non seulement réutiliser les formats qui fonctionnent en ce moment comme celui-ci, les vidéos de 7 secondes, mais surtout se dire, OK, comment je vais faire une vidéo qui va être partagée
à d'autres en DM, à son ami, D'accord. parce qu'on s'est identifié, parce que ça nous ressemble, parce que ça nous rappelle un souvenir, j'en sais rien, mais il y a beaucoup de valeur. Ok, donc ça, ce format-là, 7 secondes, légende, allez voir en description. Ok.